Voilà, on va commencer. Est-ce que vous voulez vous présenter un petit peu ou comme ça va être intime du coup, rapidement, pour ceux qui le souhaitent. Ben, Voilà, et puis un peu les questions que vous posez sur le thème. euh, en fait, j'étais super intéressée parce que juste là, à l'instant, enfin, dans la journée, je lisais un magazine et j'ai vu un livre de Juliette Drouard sur le trauma, D'accord? qui, pour elle, le trauma peut engendrer des violences systémiques, etc. et tout ça. Et donc, j'ai trouvé que ce thème, bon, je sais plus, enfin, voilà, ça raccrochait pas mal Je vais vous mettre le titre de l'ouvrage dans le chat, Ouais, ok, super. au cas où. Au Je vais me départ, il y a présenter d'autres. aussi à ce moment-là. Ouais, Donc, Gwenaëlle, je suis à la fois coach individuel, coach collectif, coach en organisation. Dans les domaines d'expertise, il y a la prévention des RPS aussi. Je trouve que cette question des dettes psychologiques est très présente dans nos organisations et très présente aussi, puisque je suis formatrice en management, dans euh, dans les échanges avec les managers qui me disent, mais j'ai une personne là, j'ai pris en main une équipe, elles sont toujours à me rabâcher un truc d'il y a 5 ans. Je dis, bah oui, c'est normal, il y a une dette psychologique. Donc, tant qu'il n'y a pas des choses qui ont été soldées, c'est pas possible pour elles d'entendre votre discours sur aujourd'hui et demain. Donc, comment on accompagne les managers à prendre en compte, alors, à éviter d'en générer, et puis à traiter, réguler pour passer à la suite. Ou comment on conseille des organisations, des dirigeants, des DRH sur ces questions de... Voilà, puisque ça parle aussi beaucoup du système. À la fois, il y a une dimension individuelle, une dimension collective, une dimension systémique, et c'est ça qui m'intéresse. super. Ok, alors Jean Leroy, je suis DRH actuellement en transition professionnelle. Euh, et en l'espace de quelques années, je suis passé d'une entreprise américaine, cotée au Nasdaq, avec un rythme extrêmement rapide, extrêmement exigeante, et donc un turnover de folie, qui fait que quand je les ai quittés au bout de 10 ans, j'étais, je pense, de loin le plus ancien dans la boîte. Et c'était rare que les gens restent plus que 3, 4, 5 ans. Et puis, il y a quelques années après, je me suis retrouvé dans une entreprise privée familiale où là, il y avait des anciennetés énormes. Et c'est là que j'ai vu l'effet que j'avais pas vu dans l'entreprise américaine où les gens ne restaient pas longtemps. Mais dans la deuxième, j'ai vu l'effet des petites histoires, des grandes histoires et surtout des vieilles histoires. Des vieilles histoires. Ah, il y a 5 ans, celui-là, il m'a dit ça. Ah, il y a 8 ans, celui-là, il m'a piqué ma place. Ou il y a 12 ans, celui-là, il a eu une affaire avec quelqu'un de mon équipe. Donc les vieilles histoires qui restent quand les gens restent dans l'organisation et qui créent ce que je pense, mais c'est le webinaire de ce soir qui va m'éclairer, effectivement des dettes psychologiques. Quand on reste pas longtemps au même endroit, on s'en va et puis on peut tourner des pages. Mais quand on reste tous longtemps au même endroit, c'est là qu'on n'arrive pas à tourner les pages et qu'il y a des dettes psychologiques qui, je pense, demeurent. Hmm, intéressant. Merci pour les échanges. Julie, alors, on t'entend pas. Ah, ça marche Non, pas. toujours pas. Il doit avoir un souci micro. Il faut peut-être te reconnecter, Julie. Peut-être se désactiver, se reconnecter. Je peux prendre la main pendant ce temps-là, peut-être? Vas-y, Florian. Il y a le point technique. Bonjour, moi je suis consultant en innovation, mais je suis amené à accompagner pas mal de en entreprise dans ces contextes d'évolution forte. Je suis aussi formé au coaching, même si ça occupe pour l'instant une place encore très marginale dans mon activité, mais j'ai la partie, on va dire, formation de la chose, et donc très intéressé de mieux outiller
les contextes de transformation. Et tu sais, Mathieu, que j'apprécie beaucoup ta pédagogie et ta clarté. Donc voilà, je viens avec surtout beaucoup de curiosité par rapport à ce thème qui me semble structurant et sur lequel je trouve bien de pouvoir outiller les choses avec des outils pertinents. Super. Bah, du coup, peut-être Julie par le chat. Sinon, je dis, ce qui marche pas mal, c'est de te déconnecter et de revenir. Ah ben ça y est, on t'entend, on t'entend. Ah ben, Ah bah voilà. on t'a entendu. On va l'attendre. Et puis pour la présentation après, du coup, je vais me mettre en principal. Et Mathieu, je préviens, je devrais à un moment enfin, couper la vidéo et je serai amené à m'absenter parce que j'ai un train qui fait que je devrais couper aussi un peu sauvagement, peut-être avant la fin, donc tu m'en excuses, mais je vais un tout petit peu Ouais, papillonner. pas de souci. Hop. Alors, je fais des bêtises. Mettre en avant pour tout le monde. Voilà. Vous m'entendez? C'est bon? Julie, est-ce que ça marche du coup? Il faut juste enlever pour commencer la Ouais, présentation. je ne sais pas si vous Ah, m'entendez. super, Ah, super. magnifique. Merci pour le conseil, Florian. Donc moi, je suis Julie, je suis la dame de Haute-Savoie. Ça fait loin de Rennes, mais je suis sur Annecy. J'ai globalement les mêmes attentes que Gwen. Moi, je suis consultante, formatrice, coach professionnel également. J'interviens dans un secteur où, principalement avec des PME industrielles qui ont des grandes histoires, des grandes anciennetés. Donc, je retrouve aussi les propos de gens où pour être dans de la conduite du changement, avec toutes les évolutions qu'on connaît, on voit que il y a des choses qui sont ancrées, qui sont anciennes et qui ne sont pas forcément rationnelles. Donc j'étais, voilà, Mathieu, je te suis sur les réseaux, LinkedIn en particulier, et puis voilà, vu l'intitulé du webinaire, j'avais très envie de te rencontrer aussi et de mieux comprendre en fait toutes ces approches-là et comment nourrir les réflexions, les accompagnements que je peux proposer. Eh bien, super. Je vais vous présenter un petit peu tout ça. Euh, je vais mettre quelques slides si vous voulez bien, mais ça sera rapide, hein. Hop, vous voyez? Là, ça marche. Euh, donc là, c'est vraiment une sensibilisation hein, sur les dettes psychologiques. Tout l'arrière-fond est quand même assez lourd. Je pense que vous avez vu sur les réseaux sociaux que je commence à proposer une formation, un certificat d'intervenant pour des praticiens, surtout pour des profils comme les vôtres, parce que justement, l'idée, c'est de commencer à outiller les consultants ou les DRH ou les consultants internes sur ces questions-là. Dans les organisations, notamment pour prévenir et réguler les crises psychosociales complexes. C'est quoi une crise psychosociale complexe? C'est quand on commence à avoir tellement de symptômes qu'en fait le système est complètement débordé, qu'on n'arrive pas à réguler avec les approches classiques. Alors, pour vous donner un petit peu mon parcours, donc moi je suis psychologue et docteur en gestion. Ça fait à peu près 22 ans que euh, je suis consultant sur les risques psychosociaux. Et en fait, au démarrage, je travaillais surtout sur le stress au travail. Euh, et par rapport au stress au travail, on avait vraiment une problématique, c'était d'être sur une approche très individuelle, très gestion du stress. Alors, j'en ai eu un petit peu assez parce que moi, j'avais déjà une vision systémique et puis j'avais pas que la dimension psy, j'étais aussi docteur en gestion, donc je voulais défendre, et j'ai défendu dans ma thèse une approche globale. Et j'ai fait aussi un petit peu d'expertise pour les CHSCT, comme on disait à l'époque. Et là, on était surtout sur les conditions de travail. Alors, on prenait un modèle un peu classique par rapport à ces questions-là. Et en fait, là aussi, j'ai été dérangé parce que les conditions de travail, ça a oublié aussi parfois tout ce qui était, enfin, tout ce qui était quelque part difficulté en lien avec les relations, avec tout ce qu'il y avait comme dimension, on va dire, plus subjective, plus émotionnelle.
Et ce que je trouvais intéressant, alors je regarde le chat au fur et à mesure, oui, oui, il y aura un compte rendu et je vous enverrai la vidéo et l'IA va prendre en note. Ce que je trouvais intéressant et difficile, c'est que je voyais bien que quelque part, le problème de ces approches-là, c'est que ça amenait à une seule solution. Donc, en gros, quand on était avec des cabinets un petit peu gestion du stress à l'époque, bah, le problème, c'était l'individu, donc il fallait le former. Et puis le manager, il fallait qu'il apprenne à gérer son stress. Ça, c'est une approche qui est quand même plutôt anglo-saxonne. Et puis, quand on était conditions de travail, de toute manière, c'était le patron qui n'avait pas assez recruté. Il y avait problème de ressources. Et c'était à peu près ça, quoi. En gros, c'était toujours à peu près les mêmes conclusions. Et donc, j'ai essayé de développer au fur et à mesure du temps une approche, une troisième approche sur ces tensions qu'il y a dans les organisations, que j'ai appelée l'intervention contextuelle intégrative. Et c'est basé sur tout un ensemble en fait de recherches que j'ai conduit avec, je dirais, plusieurs choses en arrière-fond. Premièrement, je me suis rendu compte que quelque part, finalement, les deux modèles que je vous citais, soit la gestion individuelle, soit conditions de travail, c'est basé sur une approche qui est très linéaire. C'est-à-dire, finalement, il y a une cause et un effet, et on n'a pas cette dimension un peu circulaire d'une dynamique humaine dans laquelle bah, ça réagit et ça s'auto-entretient. Donc ça, c'était le premier point. Il me fallait une approche qui soit plus circulaire, plus systémique. Deuxième point, c'est que c'était basé en arrière-fond quand même sur l'idée d'adaptation. Et l'adaptation, finalement, quand on regarde, historiquement, c'est quand même beaucoup basé sur l'idée du darwinisme. La boîte s'adapte, les gens s'adaptent. Et finalement, ça oublie complètement les dimensions existentielles. Et mon premier postulat, c'est que finalement, les gens ne travaillent pas que pour se nourrir ou que pour s'adapter ou autre, mais aussi pour des enjeux existentiels qui sont complètement oubliés, mais qui sont essentiels en fait. Alors ça veut dire quoi les enjeux existentiels? Ben, typiquement, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui étaient prêts à mourir pour des enjeux existentiels. C'est-à-dire, on n'est pas que des êtres qui cherchent à survivre. Et le fait de pouvoir, à un moment donné, être inséré dans une organisation, c'est quelque chose qui a aussi pour vocation de nous aider à gérer nos angoisses existentielles, de nous donner un sentiment d'être utile et désirable socialement, d'avoir une place, d'avoir une histoire, une projection. Et ça, c'est essentiel pour l'être humain. On se rend compte, les gens, par exemple, qui sont au chômage, parfois, sur le début du chômage, il y a moins de difficultés matérielles. Et pour autant, on voit que le niveau d'estime de soi baisse, qu'il y a des problèmes de dépression. Les personnes qui sont en début, par exemple, de retraite peuvent avoir ces difficultés-là. Ils n'ont pas de problème de survie, vous voyez, au niveau organique ou social. Ils ont un enjeu de place, de sens de l'existence et autres. Et cette dimension, elle est très importante chez l'être humain. Donc, ça m'a conduit à beaucoup renforcer l'idée que l'un des contrats qui lie l'individu et l'organisation, c'est un contrat existentiel. C'est-à-dire que quand je m'insère dans une organisation, que je m'engage de manière généreuse, c'est une manière en retour de me sentir exister, d'avoir une place, d'être utile et désirable socialement. Et donc ça, cette dimension, elle est essentielle. C'est-à-dire que finalement, dans les RPS, on oublie la dimension existentielle des organisations. Et c'est un gros déni qui empêche sans doute de réfléchir à tout un tas de sujets. L'autre point, c'est que par rapport à ça, chacun d'entre nous, on n'est pas outillé au même niveau. Ça, c'est ce que j'ai appelé dans mon prochain bouquin sur ce sujet, l'insécurité existentielle de base. C'est-à-dire que finalement, au-delà même des théories psychologiques classiques d'attachement, vous pouvez avoir des gens qui vont avoir un niveau d'insécurité existentielle plus ou moins fort en fonction de ce qu'ils ont vécu dans leur enfance. Vous savez qu'il y a quatre grandes angoisses existentielles en psychologie. Le premier, alors je vous les cite hein, comme ça, je vous donnerai des références. La première, c'est la peur de la mort. C'est-à-dire qu'on a conscience assez tôt, et les enfants en ont conscience assez tôt qu'on va mourir, et c'est quand même flippant. La deuxième angoisse, c'est le fait qu'on a une liberté fondamentale par rapport aux choses. C'est que finalement, on est responsable de nous-mêmes parce que notre subjectivité nous appartient. La troisième, c'est le fait que personne ne nous comprendra jamais complètement. On va tous prendre un Lexomil après. Hein. Et
Vous voyez, c'est important. Et le, le quatrième, c'est que rien n'a vraiment de sens en fait. Tout sera oublié. Alors, ces angoisses-là, on sait que entre 4 et 11 ans, on se les approprie psychologiquement. Et qu'il faut trouver des stratagèmes psychologiques, des défenses psychologiques qui nous permettent de les contenir. Ok. Ce qu'on appelle en psychologie la sécurité ontologique. Hein, c'était notamment un psychiatre assez célèbre à l'époque qui s'appelle Laing, et ça a été repris après en sociologie, qui parlait de sécurité ontologique. Voilà. Et donc il y a une sécurité ontologique de base, suivant le fait que vous avez été dans une communauté qui vous a permis justement de trouver une place, de vous sentir utile et désirable socialement. Ça va, c'est clair? Et donc vous avez des personnes qui vont arriver avec ce bagage-là en entreprise, plus ou moins fort, plus ou moins faible. Et ça peut expliquer parfois des gros pétages de plomb dans les organisations, bien plus que la capacité à gérer le stress, en fait. Voilà, c'est un élément important. Donc, premièrement, on a un contrat psychologique avec l'organisation qui est je m'engage de manière généreuse versus tu me donnes de la sécurité existentielle. Ça, c'est un point fondamental. Le deuxième point fondamental, c'est que la sécurité existentielle n'est pas la même pour tout le monde. Et donc, on peut avoir des écarts et vous avez des personnes qui sont plus ou moins fragiles et ça aura une incidence sur leur rapport aux autres notamment. On y reviendra. Y compris chez les chefs. C'est très important par rapport à cet élément-là. Ça va? C'est clair là-dessus? Donc ça, c'est des bases. Donc, ça veut dire que voir l'organisation uniquement comme un système de survie adaptatif darwinien, c'est faux. C'est faux, c'est un stéréotype. Non, l'organisation, c'est aussi un système de sens. Et c'est pour ça, sans doute qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de crises profondes dans les organisations. Moi, ce que j'appelle les organisations fantômes, c'est celles qui ont perdu leur âme. Et les symptômes qu'on voit notamment, c'est qu'il n'y a plus d'engagement. Parce que justement, il y a impossibilité de pouvoir générer ce type de contrat psychologique, en fait, hein, tout simplement. Mhm. Voilà. Super. Bon. Donc on voit que, il y a un contexte actuel qui est quand même compliqué. Il y a des transformations permanentes, des crises du sens. On parle de quiet quitting. J'ai été beaucoup interrogé là-dessus, de turnover, de perte des repères, des événements traumatiques, des suicides, des agressions, des paralysies organisationnelles et autres. Et en fait, les approches classiques ne fonctionnent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis souvent appelé derrière d'autres consultants où les boîtes ont essayé de faire des choses. Elles ont mis en place des questionnaires, des formations, des coachings. Là, j'ai encore un cas là, cette semaine. Et en fait, ça n'a pas marché. Ça a même parfois mis un voile sur la situation, voire même ça a amplifié les problématiques parce que justement, on est sur une approche souvent linéaire, simpliste et qui est implicitement basée sur cette notion d'adaptation et qui ne prend pas en compte les enjeux existentiels. Alors, qu'est-ce que c'est une dette psychologique finalement? Ben, moi, pour me sentir reconnu dans ce contrat psychologique, je vais m'engager avec générosité dans l'organisation. Hein, alors moi, je me suis beaucoup basé sur Ricoeur, qui est un philosophe que j'aime beaucoup, qui m'aide à structurer ce type de pensée. Et vraiment, il y a cette idée de, notamment de promesse à soi-même, c'est que finalement, j'arrive dans une organisation, je donne beaucoup de moi, et ça me donne en retour le sentiment d'être utile et désirable socialement. Et donc, ça contient mon insécurité existentielle. Vous voyez? Et donc, l'engagement, c'est un facteur qui permet de contenir les angoisses existentielles de manière générale. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que c'est un des gros traumatismes de notre ère hyper moderne, j'y reviendrai, c'est que de plus en plus, l'engagement, c'est perçu comme quelque chose de pourri. Il faut vivre par soi-même, en individu. Or, la seule manière finalement de donner du sens, c'est dans la relation à l'autre paradoxalement. Donc, on a besoin de l'engagement, en fait, pour se sentir exister. Et ça, c'est un élément important. Mais si en retour, j'ai l'impression de me faire avoir, parce que je suis instrumentalisé, parce que je suis insécurisé au niveau existentiel, parce que je me sens trahi,
alors ça va générer chez moi une rupture. Si c'est un peu, c'est pas grave. Si j'ai une bonne sécurité existentielle de base, c'est pas trop grave. Mais si en plus euh, c'est compliqué, c'est fréquent, il y a une accumulation de dettes psychologiques. C'est quoi une dette psychologique? C'est quand ça va toucher mon sentiment de dignité, quand ça va toucher mon sentiment d'existence, parce que j'ai eu l'impression de me faire avoir, et donc finalement, je me dis, l'autre me doit quelque chose. L'organisation, mon collègue me doit quelque chose parce que ça a touché ma dignité. C'est important. Ça a touché ma dignité, mon sentiment d'exister. C'est une promesse qui n'est pas tenue. Il y a une rupture du contrat psychologique. Et donc, je me sens en droit, je me sens légitime à ce que l'autre ait une créance envers moi. J'estime qu'il y a une dette. Ça va? C'est clair sur ces points-là? Alors, les dettes psychologiques, elles ont plusieurs principes. Euh, Déjà, faut pas le confondre avec un grief ou un ressentiment. Parce que le ressentiment, le grief, quelque part, c'est passager. Ressentiment, il y a une notion de sentiment. Là, c'est très précis. C'est une dette, on me doit quelque chose parce qu'il y a eu une rupture d'un contrat psychologique qui a touché ma dignité. Donc, quelque chose, on peut avoir du ressentiment sur plein de choses. La dette psychologique, elle est liée quand même à un contrat d'engagement qui a été assez fort. C'est important. Et c'est pas passager, c'est pas une émotion, c'est vraiment une rumination psychologique. Ça, c'est très important. Donc, elle ne part pas, c'est exactement ce que vous avez décrit, elle part pas par miracle. Hein. Donc, premièrement, euh, elle est cumulative. Ça, c'est important à avoir en tête. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs dates psychologiques qui vont se cumuler et au fur et à mesure, le seuil de sensibilité va baisser. Donc, il y a le principe de la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça va, c'est clair? À un moment, hop, et il y a tout qui ressort. Cumulatif avec aussi ce qu'on vit dans nos autres systèmes relationnels. Donc, on peut avoir très bien des dettes psychologiques dans le système familial, le système du couple, le système amical et autres. Tout ça est cumulatif dans le système nerveux. Hein. Oui. Au fur et à mesure, tout ça, ça va avoir un impact. Donc, on peut aussi transférer une dette psychologique d'un système à l'autre sans s'en rendre compte. Et tout va se cumuler. C'est pour ça d'ailleurs que les situations les plus dangereuses, c'est les situations dans lesquelles vous avez à la fois des dettes psychologiques personnelles et professionnelles. Parce que les deux cumulés, ça va avoir une action très très forte sur votre psychologie profonde. J'y reviendrai. Donc il y a un aspect de cumulation. Il y a un aspect d'évaluation aussi du coup qui est aussi en partie subjective en fonction de l'histoire qu'on a eue, qui va colorer les choses. Et ça, c'est parfois les personnes n'en ont même pas conscience. Donc il y a un côté clinique qui est très important par rapport à ces questions-là. Deuxième point, c'est qu'il y a un côté pensée automatique, ruminatoire. Une dette psychologique, elle vous dépasse. Vous savez, c'est quand vous êtes à 4 heures du matin en train d'y penser et de vous dire c'est pas normal ce que je vis, c'est pas normal ce que je vis. Il y a un côté ruminatoire. Alors ça a une incidence qui est que, un, c'est pas très contrôlable. Si on ne prend pas du recul, si ce n'est pas travaillé, ça vous dépasse. Deux, ça prend beaucoup de bande passante, donc les personnes ont des problèmes après de capacité de mentalisation et de travail cognitif, donc ça a des incidences, et ça empêche le repos profond. Donc il y a un aspect d'épuisement qui est lié à ça, à cause de ce côté ruminatoire. Ça devient aussi une pensée qui peut être un peu obsessive. L'autre point, c'est que ça a un objectif. Une dette psychologique, elle vise quoi? À vous mettre en mouvement pour demander réparation pour votre dignité, pour justement retrouver de la sécurité ontologique. Donc, tant que vous n'avez pas le sentiment que ça a été réparé, en fait, finalement, vous y repensez. Parce que ça a un objectif qui est très clair. Ça va? C'est clair ce point-là? Et le dernier point qui est souvent oublié, c'est que c'est transmissible. Parce qu'en fait, si ça n'a pas été nettoyé, si ça n'a pas été réparé, on y reviendra, s'il n'y a pas eu de devoir de mémoire, en fait, ça va se transmettre par plusieurs possibilités. Première possibilité,
par toutes les histoires qui vont circuler, en fait. Et ça va être transmissible dans la socialisation du collectif. Et les gens, finalement, le gardent. Ça va imprégner l'imaginaire collectif. Donc, ça va rester dans la boîte de ce fait-là. Deuxième point, euh, je termine là-dessus, pardon, Catherine. Euh, Ça va avoir un impact quelque part sur le non-verbal par rapport à ce qui est possible de dire ou pas. Il y a des tabous aussi. Donc, ça va se mettre là-dedans. Et puis, il y a des gens qui l'ont observé aussi parfois. Donc, ça garde en mémoire parce qu'il y a notamment, si ça a pu arriver à cette personne, ça peut m'arriver à moi. Et donc, souvent, ce qu'on observe, c'est qu'une boîte qui cumule beaucoup de dettes psychologiques, au bout d'un moment, en fait, ça va imprégner son imaginaire collectif et ça va le pourrir, en fait. Vous voyez, comme des mauvaises herbes, et puis à un moment, en fait, ça va avoir complètement poisonné l'imaginaire collectif, et ça va faire que la boîte, finalement, elle reste dans quelque chose de négatif. Catherine, il y avait une question? Oui, mais je me souviens plus. Si je reboucle, c'est par rapport à ce que disait Jean avant que quand il y avait beaucoup de turnover, en fait, on partait et puis on pouvait tourner la page. Mais si je remets en lien avec ce que tu viens de dire, en fait, intérieurement, elle n'est pas tournée pour autant la page. Non, alors ça, c'est la Et au première coup chose. d'après, et voilà, et ça m'a fait penser, en fait, ça reboucle complètement avec le truc sur les traumas, quoi, puisque elle parle de que, en fait, oh, j'arrive pas à m'exprimer, excusez-moi, hein, Non, non, il n'y a pas de souci. que ce serait qu'en fait, les traumas, ça impacte de la violence après, qui refont des traumas, qui refont de la violence et tout ça, quoi. Et Oui, ça oui, tourne au système, en fait. Et donc, en oui, fait, tout ça, ça se tient bien, quoi. Enfin, voilà, c'est tout. oui. Ça, c'est important. Et l'autre point, c'est que en fait, et effectivement, on peut parler de traumatisme organisationnel quand ça a été profond, euh, parce qu'en fait, ça crée des ruptures profondes du contrat psychologique. Et donc, on va avoir de la défiance qui va se mettre en place, en fait. Et l'autre point, vous avez raison, ça se transporte. C'est-à-dire que les gens vont revenir avec leur dette psychologique dans un autre contexte de travail. Alors, moi, je pense, par exemple, dans les boîtes américaines où il y a beaucoup de turnover, c'est surtout que le contrat psychologique, il est différent. Donc, le niveau d'engagement est sans doute très différent parce que c'est un contrat psychologique qu'on appelle transactionnel, qui est plus basé sur de l'efficacité, qui est moins sur, tu es un peu dans une famille, alors que souvent dans les entreprises familiales, le contrat psychologique, il est de loyauté. Donc il est encore plus existentiel, c'est-à-dire que finalement on vire pas, il y a une confusion des systèmes logiques avec une famille. Et donc ça c'est un point important. Les entreprises familiales ont énormément besoin d'investir dans ce type de méthodologie que je vous propose. Moi, je travaille beaucoup avec les entreprises familiales parce que ça les contamine en fait et vraiment ça peut pourrir la performance. Ça, c'est important. Et dans une boîte américaine, le contrat psychologique est souvent de plus en plus transactionnel. Donc, quelque part, les gens ils sont dans un rapport instrumental, donc ils sont un peu moins aussi dans cette depth-là. Voilà, ça joue. Oui, Catherine? Ouais, Catherine, il y avait une réaction ou une question? Non? Voilà, donc ça, c'est important. Alors, finalement, quand on a ces mécanismes-là, quelles conséquences ça va avoir? Il y en a quatre principaux. Ça, c'est important de les avoir en tête. Le premier, c'est que vous allez avoir progressivement dans l'organisation une dynamique paranoïaque de groupe. Ça, c'est très important parce que c'est très mal détecté par les organisations et ça empêche toutes les solutions habituelles, en fait. C'est quoi une dynamique paranoïaque de groupe? C'est on a des dettes psychologiques qui sont cumulées. On en parle au café finalement de manière indirecte, hein, ce qu'on appelle le partage social des émotions. Bernard Rimet, un psychologue social belge, très intéressant. Il y a ce partage social, il y a une construction, ça pourrit, ça contamine l'imaginaire, et finalement, à un moment donné, pour retrouver du sens à ce mal-être,
on va construire un monstre. Et on va se dire, ah, mais s'ils nous font ça, c'est parce qu'ils veulent nous faire partir. Ah, mais s'ils font ça, c'est parce qu'ils veulent vendre la boîte. Ah, mais s'ils font ça, c'est parce que c'est des pervers narcissiques. Vous voyez, on va rentrer dans une intentionnalité. Et en fait, on va construire des rumeurs. Et surtout, ça nous permet de dire, ah, il y a un méchant, et si on le brûle sur la place du village, ça ira mieux. On va rentrer dans la logique du bouc émissaire. Et la dynamique de groupe va s'orienter non plus, du coup, sur la recherche de solutions par rapport à l'organisation, par rapport à ce qui Oui, traverse, sur la recherche de bouc émissaire. mais de plus en plus sur la recherche de coupables. C'est-à-dire qu'un des premiers facteurs qu'on observe, c'est vraiment que tout le monde est autour de qui est le méchant dans l'histoire, qui est le coupable. Et on a de plus en plus des notions euh, de, de machiavélisme, d'intention. Tout le monde est finalement mis dans cette situation. Ça, c'est le premier point. Et donc, du coup, par exemple, si vous arrivez, vous dites, alors il y a un problème de charge de travail, on va faire un groupe de travail là-dessus pour essayer de simplifier et autres. Mais si vous avez cette dynamique parano en amont, ça sert à rien. Voilà. Oui, c'est exactement ça, c'est pour donner du sens. On préfère ça qu'on se dit. Mais c'est aussi parce qu'on a besoin de faire payer à quelqu'un la dette psychologique. Ce qu'on appelle la légitimité destructrice en psychologie. On se sent légitime à le faire payer à quelqu'un d'autre. Voilà. C'est là, typiquement la logique du bouc émissaire, hein. C'est faire en sorte qu'il y ait quelqu'un qui paye et ça permet de contenir la violence. Mais on est rentré du coup dans une logique où ça ne sert à rien d'être en mode résolution de problème parce que de toute manière, tout est interprété. Vous voyez, donc les méthodes traditionnelles ne fonctionnent pas dans ce type de contexte. Le deuxième, la deuxième conséquence forte des dettes psychologiques qui sont accumulées dans une organisation, c'est le présentéisme. C'est-à-dire que les gens, ils se disent, ah, bon, donc je m'engage, je me fais avoir, donc là, je vais en faire de moins en moins. Donc, quelque part, je suis sur le lieu de travail, mais je vais moins bien travailler. Alors, pour une première raison qui est qu'on est atteint psychologiquement, hein, la rumination fait qu'on est fatigué, qu'on est atteint et autres, donc ça a des impacts sur l'efficacité opérationnelle. Mais c'est aussi parce qu'à un moment donné, c'est une manière d'avoir une sorte de payback, de retour sur investissement de là où on s'est fait avoir. Donc ça, c'est souvent ce que je dis, c'est le mauvais cholestérol des boîtes. Elles n'en ont pas conscience, mais en fait, ça pourrit littéralement, c'est un coup caché. Je reprends ma casquette de gestionnaire, j'avais fait tout un travail là-dessus. Vous regarderez l'observatoire du présentéisme, ça coûte très très cher aux boîtes en fait, et elles n'en ont pas conscience. Moi, les calculs que je fais, c'est le double du coût de l'absentéisme. Donc, une intervention sur ce type de situation, de toute manière, est hyper rentable parce qu'en fait, vous réglez des problèmes qui vous coûtent une fortune. Voilà, ça c'est très important à avoir en tête. Ça coûte cher aux boîtes, hein. Euh, Voilà, oui, c'est un peu basé sur les coûts cachés de Saval, mais j'ai approfondi par rapport à ces questions-là. Mais c'est un peu cette logique-là. Et c'est sûr que les comptables n'ont absolument pas conscience de ces éléments-là. Voilà. C'est important qu'on acculture nos clients par rapport à ces questions-là. Troisième conséquence que ça va avoir, c'est l'amplification des comportements dysfonctionnels. C'est-à-dire que quand vous avez un contexte où il y a beaucoup de dettes psychologiques qui ont été générées par l'environnement, alors il se peut que quelque part les gens qui avaient une insécurité existentielle un peu faible vont amplifier leur comportement relationnel compliqué. Alors, je vous donne quelques exemples. Il me faudrait un séminaire entier pour expliquer tout ça. C'est basé sur ce que j'appelle des schémas ontologiques dysfonctionnels, c'est-à-dire c'est des modes de comportement qui permettent de retrouver de la sécurité existentielle, mais qui ne sont pas fonctionnels. Alors, typiquement, je vous en donne quelques-uns. Ça peut être par exemple quelqu'un qui va être rigide. Si j'ai raison, alors j'existe. Oui, c'est un peu son schéma. Et donc, dans un contexte comme ça, vous allez avoir un gars qui va être encore plus rigide. Et ça va entraîner, du coup, parce que lui, il a le sentiment de dette psychologique. Et donc,
ça va faire qu'il va être encore plus rigide. Ça peut être quelqu'un qui est un peu instrumental. Si j'arrive à manipuler les autres, à ce moment-là, ça me donne mon sentiment d'exister. Bah, dans ce contexte-là, il va l'être encore plus. Quelqu'un qui a besoin de valorisation sociale, si je suis au-dessus des autres, si j'ai des signaux alors j'existe, bah, il va l'être encore plus. Vous voyez, en fait, tous nos petits travers comportementaux, qui ne sont pas forcément des pathologies psychologiques, en fait, vont s'amplifier dans ce type de contexte. Donc, on va avoir une augmentation mécanique des conflits et des problèmes de comportement au travail. C'est- Voilà. Et donc, du coup, une boîte est débordée à traiter des enquêtes internes, de la régulation, de la médiation tout le temps parce qu'elle a ce mécanisme-là. Quatrième point, très important, c'est que vous allez avoir des décompensations psychiques. C'est quoi les décompensations psychiques? Ça va plus loin que le burn-out, parce que le burn-out, il y a un problème de cadrage théorique. Souvent, ce qu'on dit, le burn-out, c'est un déséquilibre, on est complètement crevé. C'est une sorte de pathologie de la fatigue. Non, c'est pas ça. Le burn-out, c'est une pathologie de l'engagement. Je me suis surengagé dans l'environnement toxique. J'arrête pas d'emmagasiner des dettes psychologiques et à un moment donné, mon système nerveux, il n'en peut plus. Et surtout, ça va créer un trauma. Pourquoi? Parce que ça va toucher ma sécurité ontologique de base au bout d'un moment. Et quand je suis touché là-dessus, c'est un fondement fondamental au niveau psychologique. C'est une sorte de système immunitaire par rapport aux angoisses existentielles. Donc, tout d'un coup, il y a quelque chose qui est très important qui saute. Et c'est pour ça que sur le tableau clinique, on voit bien que ce n'est pas dans ces situations-là uniquement des, des burn-out, mais au sens fatigue. Les gens s'arrêtent de 3 semaines, ça va pas mieux. C'est des décompensations profondes où parfois les gens mettent 4 ans en fait, à récupérer parce qu'en fait, ils ont été atteints sur quelque chose qui est vital. Et donc, c'est pour ça qu'une décompensation psychique liée à des dettes psychologiques peut même mener à des suicides. Ça peut vraiment avoir un impact très très fort parce qu'on est sur du psychotrauma. Ça va, c'est clair sur ce point-là? Voilà, donc ça a des conséquences qui sont assez nombreuses au niveau individuel et organisationnel. Alors, quelles sont les périodes où il y a le plus de dettes psychologiques? C'est les périodes de transformation. Pourquoi? Parce que dans les transformations, tous les points de repère vont sauter. Et si c'est mal accompagné, justement, on va avoir une accumulation de dettes psychologiques. Alors, pour ça, il faut essayer de comprendre ce qui fait que finalement, on arrive en fait à avoir un contexte qui favorise cet équilibre entre ce que je donne, mon engagement généreux, et la sécurité existentielle que ça me fournit. Alors pour moi, il y a trois piliers. Le premier, c'est le temps, ou plutôt, je dirais la temporalité. C'est quoi la temporalité dans une organisation? C'est le fait qu'effectivement, elle ait une histoire, un passé, un présent et un futur. C'est-à-dire que typiquement, on a de plus en plus d'organisations qui n'ont plus de temporalisation. Elles ont le typique, le dirigeant arrive, oh le passé on s'en fiche, c'était le passé, ce qui compte maintenant, c'est ce qu'on fait maintenant. Voilà, on n'est que dans le présent. Or, une organisation, c'est quoi? C'est ok, est-ce que pour qu'elle ait une âme, est-ce qu'on reconnaît le passé? Est-ce qu'on reconnaît l'histoire, les mythes, l'imaginaire? Finalement, c'est ce que je dis souvent aux dirigeants. Pour qu'on soit passé de là à là sur un pont, même si le pont il est un peu pourri et qu'avant c'était un peu pourri, il a fallu qu'il y ait un pont quand même. Et ça, c'est important de l'honorer. Parce que si on ne le fait pas, ça veut dire que les gens, c'est comme s'ils n'avaient pas existé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comment voulez-vous projeter dans une organisation qui ne va même pas respecter l'existence et l'histoire et le récit des personnes? On a besoin d'une narration. Voilà, donc ça, c'est très important d'honorer l'histoire, y compris les douleurs. Le mettre sous le tapis, elle remonte. C'est important aussi de pouvoir en parler à un moment donné, quand il y a eu des traumas notamment. De se dire, qu'est-ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Et le sens, il se construit collectivement. Ça ne se construit pas comme ça. Le dirigeant qui arrive avec des slides, qui les envoie, et il pense que les personnes ont compris, ça ne suffit pas. Il faut que les gens se réunissent autour du feu, discutent et construisent du sens sur
Ah bah oui, l'organisation elle est en train de vivre ça, mon service est en train de vivre ça, c'est pour ça que c'est compliqué. Comment j'arrive déjà à conserver notre histoire, ce qu'on a envie de conserver de l'histoire, notre ADN, et à se projeter aussi dans le futur. Et finalement, c'est quoi les contradictions là que ça entraîne? Et on élabore dessus. Ce qui manque aussi beaucoup aujourd'hui, c'est des temps dans l'organisation de dialogue autour de la construction du sens collectif. C'est vraiment essentiel. Et puis, finalement, où est-ce qu'on veut aller? C'est quoi le futur qu'on veut ensemble? Et sur quelles valeurs? Et en quoi ça permet de faire le lien entre notre histoire passée, ce qu'on affronte aujourd'hui, et ce qu'on a envie finalement pour le futur qui intègre les deux? Voilà. Et ça, c'est très important. Typiquement, des situations organisationnelles complexes là-dessus, c'est par exemple les réorganisations ou les fusions-acquisitions. Parce que du coup, c'est quelle histoire qu'on tient? Il y a des réorganisations dans lesquelles ce travail de temporisation n'est pas fait. Et finalement, derrière, nous, on fait des interventions complexes parce que ça n'a pas été fait et on règle le problème 7 ans après. Et ça a coûté des millions à la boîte et des tonnes de problèmes parce qu'en fait, ce boulot-là n'a pas été fait. Alors, on arrive à le réguler par la suite. Mais vous voyez, ça a un impact sur l'organisation. Très important. Le deuxième, c'est la justice. Alors, la justice, ce qui est très important là-dedans, c'est le fait de reconnaître les mérites. C'est finalement, les mérites, c'est quoi? C'est qu'est-ce que j'ai... Vous savez, méritos grec, c'était vraiment le partage, en fait, en fonction des efforts de chacun dans une communauté. La notion de mérite, c'est quoi? C'est est-ce que tu as donné le maximum de toi-même pour le collectif? Ça, c'est très important, c'est qu'on a des systèmes qui confondent résultat et mérite. C'est pas la même chose. Ouais, typiquement, je prends des métaphores à la con, hein, mais vous voyez, une équipe de foot, hein, vous pouvez avoir celui qui marque tous les buts, mais c'est parce qu'il y a eu une bonne défense. Et quelque part, il faut le reconnaître au même niveau. Ça peut être aussi dans une équipe le fait qu'à un moment donné, on a eu du mal sur un travail parce que, il y a eu des problèmes à ce moment-là sur le logiciel. Mais on a eu quand même des mérites. Et en fait, si vous avez, de plus en plus, c'est du management par fichier Excel. Rouge, vert, orange. Et ça oublie complètement cette dimension-là. Et puis, la notion de mérite, elle est intéressante parce qu'elle prend aussi en compte les dispositions de chacun. Vous voyez, quelqu'un qui est déprimé ou qui a un handicap ou qui est débutant et autres, il a plus de mérite à obtenir le même résultat que quelqu'un qui a des dispositions supérieures. Voilà. Mais ça, c'est pas du tout valorisé. Et puis finalement, donc typiquement, je donne une idée, ça va être, ah oui, on a lancé un gros changement informatique, les gens, ils ont bossé comme des malades, et puis bah, on repart sur autre chose derrière. Bah là, il y a des mérites qui n'ont pas été reconnus. Et ça risque de gérer derrière des dettes psychologiques. Et ça, c'est important d'en parler, de ne pas mettre ça sous le tapis. S'il y a un système aussi de gestion de la performance qui crée des injustices là-dessus, bah, c'est un problème. Typiquement, par exemple, dans les hôpitaux, ça va être sur les maladies nosocomiales. Souvent, c'est le service qui va dire plus les choses, qui va se faire taper sur les doigts, que le service qui ne remonte pas les problèmes parce qu'on va dire non, non, mais sur les résultats, c'est bon, hein. Ouais, il y a une perversion en fait hein, autour de ces questions-là. Donc souvent, nous, on observe dans nos interventions, sur nos audits socio-organisationnels, plein de difficultés sur cette dimension-là, qui est très importante. Et si le système n'est pas clair là-dessus, il crée de l'insécurité parce que ça veut dire que je m'engage de manière généreuse, je donne de moi et en retour, je vais vivre de l'injustice et du démérite. Hop, je regarde la petite question. Ouais, alors la loi de Goodhart, c'est-à-dire, Non, mais c'est parce que vous parliez de la perversion. En fait, Goodhart, qui était un économiste, rappelait qu'à partir du moment où un indicateur devient une cible ou un objectif, il perd son utilité première parce qu'il va être instrumentalisé. Par exemple,
Ouais, Si l'indicateur de zéro problème dans le service est marqué comme un objectif, eh ben, les gens vont plus déclarer les problèmes. voilà. Donc ça, c'est très pervers. Et le management, le pilotage par objectif et par la notion de performance qui a engendré la surdémultiplication d'indicateurs et de pilotage par indicateur est génératrice de beaucoup de ces effets pervers de la loi de Goodhart et de perte de sens. Exactement. Et puis par ailleurs, il y a aussi vraiment l'idée qu'on passe d'un projet à l'autre et que c'est pas grave, quoi, que c'est normal. Moi, et dans les transformations, il y a quand même beaucoup d'adaptation. On me parle beaucoup de résistance au changement. Pour moi, souvent, c'est plutôt de la fatigue du changement. C'est-à-dire que les gens, au bout d'un moment, ils en ont marre parce qu'ils ont l'impression d'avoir donné puis que ça servait à rien. Si vous dites à quelqu'un, voilà, j'ai une baguette magique, toute ta vie, tu vas avoir la même journée, je peux vous assurer que la plupart des gens vont vous dire, c'est l'enfer. On aime le changement et pas de problème, hein. Regardez le nombre de fois on change de téléphone et le machin. Des- tous les bidules technologiques qu'on prend. Donc, non, non, c'est pas ça le problème. C'est que souvent, la plupart du temps, il y a une sorte de fatigue par rapport à ces questions-là parce que c'est en plus, c'est pas reconnu. Hop, je regarde. Voilà, c'est ça. Et puis l'autre point qui est très important, c'est la place. C'est-à-dire que finalement, notamment le système de légitimation. Et là-dessus, il y a plusieurs écueils. Alors, le premier, c'est déjà quand le qui fait quoi n'est pas clair dans une organisation, ça a tout un tas d'impacts dans les organisations. Parce que effectivement, ça veut dire que moi, par exemple, je vais avoir un travail et que je suis pas sûr qu'il soit reconnu ou que je sois légitime à le faire. Donc ça, c'est important. Typiquement, je vous donne des idées. Par exemple, j'ai eu à accompagner des situations dans lesquelles la personne avait euh, la personne, elle avait une place dans l'organigramme qui était proche d'un membre du COMEX. On change l'organigramme et elle perd cette place-là, mais quelque part, elle a le même titre, le même salaire, c'est juste que l'organisation a changé. Mais pour elle, c'était important parce qu'elle était directement reliée au COMEX, donc elle a vécu ça comme une régression symbolique. Ça peut être aussi, par exemple, une dirigeante qui s'était rigidifiée, qui était très compliquée dans l'organisation, parce que sa boîte de conseil faisait partie d'un groupe, mais qu'ils n'avaient jamais clarifié la place de cette boîte euh, dans le groupe, et notamment, elle ne faisait pas forcément à chaque fois partie du CODIR. Et à partir du moment où on a travaillé là-dessus, ça l'a aidé à se dérigidifier. Les gens ont besoin de savoir si leur place, elle est claire, si elle est légitime, c'est important. Notamment, je travaille beaucoup sur la notion de responsabilité cachée. C'est-à-dire qu'il y a plein de situations dans lesquelles on va compenser, par exemple, pour un chef, on est une espèce de chef adjoint implicite, on va faire son travail, mais en plus, ça doit être caché parce que par loyauté, il ne faut pas l'abîmer. Et donc, quelque part, on a une responsabilité cachée, un peu comme dans un système familial, vous savez, c'est les enfants qui sont parentifiés, qui prennent en charge les parents, mais en plus, ils ne peuvent pas le dire pour ne pas les vexer. Donc, c'est la double peine. Et ça, c'est très insécurisant. Dans le système matriciel, on voit que la question de la place est devenue une question très complexe et on a beaucoup de dossiers où, au fond, finalement, notamment lors d'une enquête harcèlement ou autre, ou de tout un tas de situations, c'est des questions de place qui ont été mal régulées et il n'y a pas eu justement de dialogue avec les RH, le management sur ces questions-là. Il y a une question? Ouais. Oui, non, c'était pas une question, mais un commentaire. Pour moi, justement, on a cette mode du flex office maintenant. Alors ça Parce l'a que augmenté. Ouais. si c'est Ouais. pas accompagné, si c'est pas, s'il y a pas, ça peut être aussi, je trouve, très violent sur c'est quoi ma place si Ouais. à chaque fois quand j'arrive, je sais même pas où est-ce que je pose mes affaires. Sachant qu'on a des stratagèmes qui se mettent en place. Là, j'ai eu un client où on est en train de réfléchir à ça parce que ils se sont rendus compte que tous les anciens qui habitent plus proche dans Paris, parce que bah, à l'époque, on pouvait se payer un logement, euh, ils arrivent tôt le matin, donc ils sont toujours à la même place. Donc, quelque part, c'est un faux flex office. Et les jeunes qui habitent beaucoup plus loin, finalement,
Ils arrivent et en fait, ils sont obligés d'avoir la place qui reste. Ils arrivent plus tard et du coup, ils sont pas forcément avec leurs collègues, eux. Et donc, ça a en plus favorisé un problème de conflit interpersonnel. Mais ils s'en étaient même pas rendu compte de la boîte. Voilà. Catherine? Ouais, en fait, c'est des stratégies de survie, quoi. D'arriver plus tôt ou enfin, de faire le taf Et du c'est collaborateur. intéressant parce Tout ça, que c'est... ben oui, mais qu'est-ce que ça disait pour les anciens? Ils ont le sentiment de perdre leur place dans le système parce que de plus en plus, ils sont moins à la page dans leur boulot au niveau technologique par rapport aux autres. Et quelque part, ils se raccrochent à ça. Oui, hmm. notamment parce que ça leur permet d'être avec leur connaissance. Et voilà, donc c'est une anecdote dans un accompagnement plus global, mais vous voyez, dans une transformation, toutes ces dimensions-là sont très complexes en fait et ne sont pas accompagnées. Euh, Là, je travaille en ce moment sur l'IA parce que bah, il y a quand même beaucoup de projets de réorganisation importants qui sont liés à ça. Ça va avoir des répercussions très importantes sur cette question-là. Notamment, on arrive à un stéréotype qui est que les plus jeunes, on va s'en séparer en disant on met l'IA, et les plus anciens, et on va leur dire qu'ils sont has-been. Mais on a besoin des trois générations, celle du milieu, celle d'avant, celle d'après, parce que celle du début, les plus jeunes, ils permettent de favoriser le fait d'avoir euh, le fait d'avoir justement euh, une bonne connaissance de ces outils-là. Et puis les plus anciens, ils ont toute l'expérience et la légitimité et l'histoire et vous voyez, le bon sens à transmettre. Et on va avoir plein de soucis, je pense, avec l'IA sur l'intergénérationnalité. Et ça va créer des crispations entre générations qui étaient déjà là, mais qui vont être très très fortes, je pense, sur ces dimensions-là, dans les projets de réorganisation notamment. Bon, on y reviendra. Est-ce que ça va? C'est clair sur tous ces sujets? Ouais. Euh, voilà, alors je parle beaucoup, hein, n'hésitez pas s'il y a des questions. Euh, Bon, ça c'était un peu les cas pratiques. Sur la régulation, nous on intervient donc, c'est ce sur quoi je vais former maintenant de plus en plus des consultants sur l'intervention contextuelle intégrative. C'est vraiment l'idée d'avoir un modèle qui permette, d'écouter les gens, notamment je n'ai pas le temps de complètement leur expliquer, mais sur la notion de validation ontologique, c'est-à-dire comment on aide les personnes à se sentir entendus, notamment dans leur dette psychologique au niveau individuel. Comment on aide en atelier à faire travailler sur ces trois dimensions du temps, de la place et de la justice pour apaiser les choses, et ça régule énormément. Comment on les aide à se reprojeter et après, on va travailler en groupe de travail, notamment sur la notion de ce que j'appelle d'expérimentation rapide. Ça rejoint des méthodos classiques, mais il faut avoir fait tout ce travail-là en amont et notamment aussi de clarification de ce qu'est en train de vivre l'organisation au niveau de ses défis adaptatifs, hein. En développement organisationnel, on fait la différence entre défis adaptatifs et problèmes techniques. C'est-à-dire les défis adaptatifs, hein, j'ai écrit un papier là que j'ai mis sur LinkedIn il n'y a pas longtemps là-dessus. C'est vraiment comment on arrive à intégrer des choses qui, de manière systémique, sont séparées. On doit faire à la fois de la RSE et de la production. On doit intégrer l'IA et faire du classique. Vous voyez, et en fait, quand une organisation vit ça, personne ne peut régler le problème tout seul. On ne peut pas avoir un leadership héroïque. Il faut de l'intelligence collective. Et donc, c'est là où on va avoir le plus, justement, de crise psychosociale parce que ça va générer très vite des dettes psychologiques et surtout, ça va faire ressortir tout ce qu'il y avait sous le tapis. Et donc, j'interviens de plus en plus en groupe large pour essayer de calmer les choses comme ça, justement, même sur des séminaires de 100, 200 personnes. On va faire tout ce travail-là d'intervention et qui va permettre justement de retrouver du sens, de reliquider un petit peu les dettes, de les réparer, pas complètement, et de faire en sorte que le collectif se projette beaucoup plus sur comment on trouve des solutions plutôt que qui sont les coupables. Donc, c'est des interventions qui sont Waouh! très, très différentes de ce qu'on fait en risques psychosociaux, hein.
Voilà, j'ai donné déjà quelques cas. Et on peut travailler des psychotraumas sur une organisation, même à 200, 300, 400 personnes dans la salle, hein. Hop, il y a des petites questions, je regarde. Non, je disais juste que c'est génial, en fait. Voilà. Donc, c'est des. Après, tout ça, c'est une sensibilisation. Ça demande un savoir-faire qui est quand même complexe. C'est des interactions complexes. On est appelé sur des situations extrêmes où il y a des enjeux de boîtes qui peuvent couler, des enjeux pénaux, des enjeux de suicide, des enjeux de conflits très importants. On gère, par exemple, des médiations institutionnelles dans des interpros, des intercos, vous voyez, on gère des situations très complexes, des traumatismes organisationnels qui sont liés à des situations du type je peux même pas vous expliquer tous les dossiers, parce qu'on a des dossiers où il y a des problèmes de viol, des problèmes d'incendie complet, d'organisation, de vol, des problèmes. Voilà. Mais tout ça, ça laisse des traces et comment on arrive à réparer, en fait. Et c'est très complémentaire des approches comme euh, le design, les approches comme l'appreciative inquiry, les approches classiques de développement organisationnel. Ça rajoute une dimension plus profonde, plus clinique, plus existentielle à ce qui existe déjà. Voilà. Et ça permet aussi d'avoir des méthodologies de coaching qui sont un petit peu différentes, notamment par rapport au comportement des managers. Ça, c'est important. Ça va, c'est clair sur ces. Il y a des questions ou des remarques déjà à ce stade? Parce que le temps passe vite, je vois que déjà du monde qui part un petit peu. Ouais, Catherine? Ouais, en fait, tout ce que tu dis là, pour des organisations professionnelles, en fait, ça peut se. Enfin, c'est pour tout, quoi. Pas, c'est pas que une boîte qui est comme ça, c'est l'ensemble, c'est la société, en fait. C'est un enjeu social, le travail. Eh ben, de toute Enfin, manière, comme je le dis souvent, quand les organisations toussent, c'est la société qui est malade, hein. Vous levez le matin, vous ouvrez votre porte, vous traversez la route, vous avez déjà le travail de 10 organisations. Vous allez manger votre pain au chocolat, il y a une organisation. Prenez votre journal, c'est une organisation. Le feu hmm, sur la route, il marche, c'est une organisation. Quand on prend soin des organisations, on prend soin d'une société, hein. on prend soin de- ok. Et à force de cumuler autant d'aides psychologiques dans les organisations, elles sont malades, elles sont malsaines, et ben, ça a un impact sur les individus, sur leur efficacité aussi. Moi, je travaille sur la notion de performance durable. C'est-à-dire que si c'est juste du bien-être dans une boîte, mais qu'elle coule et que tout le monde est au chômage, ça ne m'intéresse pas, hein. Il faut que ça soit efficace. Mhm. Bah oui. Mais par contre, si c'est efficace et que les gens sont malades, ça sert à rien non plus. Donc la question, c'est comment on arrive à intégrer les deux. Et en fait, les méthodes actuelles de gestion des risques psychosociaux ne fonctionnent pas. D'ailleurs, le marché du conseil sur les RPS, il doit être d'1 ou 2 milliards aujourd'hui. Vous avez plein de boîtes que j'ai connues, la plupart, ok? Et on est dans les plus mauvais en Europe. Donc ça prouve bien que tout ce qu'on a investi dans les organisations, ça fonctionne pas si bien que ça. Parce que les méthodes Ouais, merci. aujourd'hui, elles ont besoin d'être complémentées. Mm. Ça va, ça fait sens par rapport un petit Merci. peu à vos Enfin, questionnements? Ça répond à quelques questions déjà? Ouais, Julie? Ouais, ouais, complètement. Ça apporte un autre regard. Et voilà, moi, ça suscite la curiosité pour effectivement, au-delà des, comment dire, des accompagnements, on va dire, classiques de transformation ou autres, de réflexion, etc., par rapport à des situations ou de coaching, hein, d'accompagnement. Enfin, c'est plutôt des petites équipes que j'accompagne ou des problématiques de coaching collectif quand il y a un dysfonctionnement dans les équipes plus que dans des plus grosses organisations en réalité. Ouais, ça apporte un éclairage qui est intéressant. Et ce qui me titille, je vais dire ça comme ça, c'est la capacité de réparation. C'est Alors, comment on arrive à réparer, entre guillemets, réparer, enfin ce sentiment de réparation. Je lui ai donné un exemple concret. Je suis ouais. RH à temps partagé dans une structure Mhm. où
un truc que j'ai rarement vu. Il y a un truc, en gros, c'est une boîte familiale, donc c'est le fils qui a récupéré la boîte du père, hein, pour faire très simple. Et il y a 15 ans, voilà, la boîte allait pas très bien, il y a eu des choix qui ont été faits, et ça fait 15 ans, la boîte tourne bien, tout va bien, mais on voit qu'il y a ce trauma, enfin cette dette psychologique qui est extrêmement présente. Et quand bien même il y a des efforts dans tous les sens, on voit que c'est vraiment le truc le blocage. Enfin, ça me permet de mettre un regard différent sur les points de blocage que je ressens. Enfin, je mets une grille de lecture. Je sais pas Voilà, comment. c'est important déjà. Souvent, quand on change la grille de lecture, on change déjà un petit peu le réel. Ouais, Et puis l'autre point, c'est que tout le travail d'élaboration que ça permet avec nos clients est très important. Et c'est pas du temps perdu. Et c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, la plupart des consultants sont sur d'autres approches et n'ont pas forcément cette dimension-là à apporter à leurs clients. Et ça marche beaucoup. Encore une fois, il y a des moments qui sont très importants sur ce type de méthodo. Tout ce qui est moment euh, de rachat de boîtes, d'intégration de boîtes et autres, parce qu'il y a beaucoup de non-réussites, d'échecs qui sont liés à ça. Moi, je milite beaucoup pour travailler avec des consultants M&A, des avocats là-dessus, pour les aider avec leurs clients. Le problème étant que dans cette profession, ils sont sur la technique et la dimension psychosociale, psychologie des organisations ne les intéresse pas forcément. Donc nous, on intervient une fois que le problème est là. Et il y a beaucoup de valeur ajoutée et de souffrance. Enfin voilà, il y a beaucoup de pertes de valeur ajoutée, beaucoup de souffrance. Donc c'est quand même dommage. Et puis les entreprises familiales, c'est très, très important. Il faut savoir que la majorité des entreprises dans le monde sont des entreprises familiales, y compris sur des grands groupes. Et tout le travail, notamment sur la clarification des systèmes logiques, c'est-à-dire la non-confusion entre un contrat psychologique transactionnel ou de la loyauté, et tout ce travail-là, il est très très important pour la pérennité d'une organisation. ouais, Là, je ne peux complètement. pas faire un séminaire là-dessus, mais voilà, il y a énormément de possibilités d'intervention. Ouais, absolument. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, ou des choses que vous voulez partager ou des questions un peu précises. On a encore 10 minutes, si vous voulez. Peut-être ce qui vous a le plus marqué comme concept. Tu vas être nommé au prochain gouvernement? Non, c'est une blague, hein. Ah, sincèrement, je pense que ça, C'est une blague, c'est des choses qui seraient intéressantes au niveau de la politique, hein. Mais c'est clair. ouais, c'est très très important. Ouais. J'ai une question un peu par rapport à ce que je viens de partager. C'est comment on fait quand on a une population qui vit sans arrêt dans le passé le c'était mieux avant, avec une vision qui est complètement tronquée. Mais oui, parce qu'ils Parce sont qu'en sur fait, le mythe ils retiennent le mythe, enfin le truc du de c'était volontariat. génial, le machin, alors qu'en réalité, ils étaient, entre guillemets, c'était un peu à la schlag, du management très à l'ancienne, très directif, qui n'était pas très, comment dire, agréable pour autant, mais ils retiennent que les bons côtés de cette période-là. Il faut le travailler avec eux et les confronter sur la réalité. Mais ça veut dire qu'il faut ouvrir une intervention dans laquelle, en grand groupe, on travaille avec eux sur cette histoire, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, et surtout en quoi elle se confronte aux besoins aux défis adaptatifs d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est ça qui va donner la légitimité pour passer vers le futur. Et on ne dit pas on boucle le dossier, on dit juste, ah, attention, on vit dans tel monde aujourd'hui, on a ce paradoxe à gérer qui vous chatouille. Comment on fait pour aller faire un futur désiré ensemble? Ce travail-là, il est possible que si, par exemple, on travaille avec une partie de la population, il faut vraiment intégrer tout le monde. Par exemple, si je travaille uniquement sur ma sphère managériale, par exemple, est-ce que ça va suffisamment ruisseler Idéalement, jusqu'au bout de l'organisation? Il faut que tout le monde soit partie prenante. moi je trouve que plus on est en système de groupe large, mieux c'est. De moins en moins, je fais des choses très hiérarchiques. C'est-à-dire, Ok. maintenant, j'aime bien mettre tout le monde dans la même salle parce que du coup, on travaille sur l'imaginaire collectif. Alors, c'est touchy hein, comme intervention, mais
ça a beaucoup plus d'impact intéressant. Mhm. Moi, aujourd'hui, j'ai un taux de réussite de 85% sur les interventions en situation complexe. Ok. Donc, voilà, je donnais quelques Non, mais exemples. c'est intéressant de pouvoir le mesurer parce Ouais. qu'effectivement, Bah, le retour sur investissement, bon, Midori Consulting, on est intervenu déjà sur plus de 20 groupes du CAC 40, 200 organisations, et on fait des situations qui sont très très complexes, quoi. Voilà. Et le retour sur investissement est forcément bon parce que quand vous avez ne serait-ce que du présentéisme dans une organisation qui s'est amplifié, ça vous coûte très très cher en fait. bien sûr. Voilà. Euh, Oui, donc je vous donne quelques exemples. Ça peut être une situation post-suicide avec un trauma collectif, une organisation qui est figée à ce moment-là, un manager épuisé dans une équipe qui est important. Ça peut être, par exemple, j'ai eu ça, une équipe de direction, un COMEX qui pète les plombs après un PSE imposé par le groupe américain. Ça peut être une post-fusion qui s'est mal passée. Là, je suis en train de finir de réparer. Plusieurs situations où c'était des fusions qui datent même parfois d'il y a 10 ans. Voilà. Catherine, Ouais, ouais, après des morts au travail, tu peux avoir à intervenir. après, Après des décès au travail. oui, oui, bien sûr. Ouais, ok. Ouais, ceci Et ça, est spécialisé aussi dans le psychotrauma. et ça, j'imagine, c'est vraiment j'imagine qu'il y en a de plus en plus des interventions. Je veux Bah, dire, nous, avant, ça passait un peu sous le tapis, maintenant, on fait peut-être un peu plus attention. ouais, on Je fait sais pas. beaucoup plus attention là-dessus. Et nous, on est internationaux, hein. Donc, on est appelé sur des situations à Mayotte, en Afrique, un peu partout, hein. D'accord. Pour vous Merci. donner quelques exemples, on peut être amené à gérer des situations où vous avez un comité de direction qui s'est fait enfermer, euh, qui s'est fait torturer par un membre du gouvernement, et comment on gère ça, quoi. Ça peut être ça, ou à Mayotte, des équipes entières qui sont traumatisées parce que dès qu'ils sortent, ils risquent leur vie. Euh, voilà. Hmm. On a des missions entre, par exemple, enquête complexe sur une équipe entre New York et Paris. En plus, il y a des questions de droit qui sont un peu différentes et qui se chevauchent. Ou par exemple, une équipe de traders internationaux qui se tapent dessus justement pour des questions de ce type-là qui n'ont pas été réglées. Ou une équipe, par exemple, en Ok. Scandinavie qui a été absorbée. Et puis, justement, la fusion ne s'est jamais bien faite parce qu'ils n'ont jamais pu liquider le passé. Pareil, hein, c'est pas un Ouais, truc français, c'est un truc international. ouais. Souvent, on dit les Français, c'est des râleurs. Oui, c'est leur manière d'exprimer les choses. On est plus latin qu'un pays anglo-saxon ou allemand. Mais c'est des principes qu'on retrouve partout. Moi, je pensais à quelque chose de beaucoup plus basique, genre le gars qui tombe de l'échelle et qui meurt, quoi. Tu vois, Ouais. sous les yeux de ses collègues, quoi. Donc, Ouais, ben, typiquement, par exemple, on peut avoir un traumatisme à gérer. Alors, il y a le soutien psy là-dessus, mais ça peut être, par exemple, typiquement parce que l'équipe de direction n'a rien fait on n'a pas fait. correctement, Ouais. et puis 5 ans après, ça ressort sur un autre dossier. Ok. On peut avoir ça ou ça, quoi. Hmm. Ok. Voilà, Merci. un incendie d'usine. Bah, au début, il y a un peu le soutien psy d'urgence, mais après, il y a la question du sens sur est-ce qu'on va ouvrir, pas ouvrir, qui on est, la remise en question que ça fait de son engagement au boulot, dans la durée, parce que parfois, ça prend 18 mois pour démarrer. Hmm. Ouais, donc, toutes ces situations-là, et finalement, des cabinets bien équipés pour accompagner les crises psychosociales complexes, il n'y en a pas beaucoup sur la place de Paris, en France, de manière générale. Hmm. C'est vraiment un problème global. Oui, voilà. C'est Donc, pas. mes prochaines années vont être centrées sur faire en sorte que toutes ces théories se diffusent, hein, dans la C'est chouette. société. C'est chouette. Voilà. Tu pourras compter sur nous. Bah, avec plaisir. Bah, écoutez, je vous propose qu'on arrête là, si ça vous va, hein, comme on n'était pas trop nombreux et autres. Bien. Voilà. Salut Florian.
Bah, j'espère que ça vous a apporté quelque chose, Ouais, quelques éclairages. absolument. Voilà, n'hésitez pas à diffuser ces infos. Si vous êtes intéressé par le certificat, il y a encore des places pour le mois d'octobre. Voilà, donc c'est intéressant. Je pense que je vais plutôt le faire sur Paris, sur celui du mois d'octobre, parce que j'ai beaucoup de demandes. Voilà. Rennes, c'est un peu compliqué. Je voulais faire quelque chose d'un peu convivial chez moi, mais sans doute ça sera au mois d'octobre à Paris. Et j'ai pas mal de demandes, hein, pour le dire, ça se remplit vite, mais et je trouve que c'est un bon signe. Voilà. Euh, enfin, ce certificat, il est destiné enfin, à qui? Voilà, pour Consultant coach de bon niveau quand même, qui ont un peu de consultant, bouteille. coach, enfin, un ingénieur GRI ou des choses comme ça, non, ça Non, c'est pas. bah, il faut que je regarde un peu. J'ai mis un peu les critères sur le site. Et il faut que Ouais, je regarde par dossier, quoi. J'accepterai pas tout. d'accord, Voilà, parce d'accord. qu'il y a une dimension quand même un peu clinique et théorique de bon niveau, donc il faut quand même intégrer ça. Ou des RH, par exemple, ou des RH, ou des personnes de services santé au travail qui ont besoin d'intégrer ces questions-là. Ça reste un La CC, certificat ça de marche. niveau Mhm. 1. Donc je ne demande pas non plus d'être docteur en psychologie et vous voyez, 15 thérapies et un doctorat de sociologie à côté, quoi. D'accord. Ok, merci. Ben, Encore je vous en merci prie. Mathieu.